Merci à vous surtout de m'avoir invité. Merci aussi pour l'intérêt que vous portez à mon ouvrage. Donc effectivement, là, je suis à Tucson, Arizona. Il est à peu près 9 heures, un peu plus de 9 heures du matin. Et effectivement, je suis dans une structure, pour aller rapidement, qui est un partenariat entre l'Université d'Arizona, qui est une des plus grosses universités aux États-Unis pour tout ce qui est environnement et notamment recherche sur les ressources en eau, et le CNRS en France. Et donc, on mène notamment beaucoup de travaux ici sur le bassin du Colorado, en particulier, et puis l'accès à l'eau dans tout le sud-ouest des États-Unis, c'est-à-dire Californie, Arizona, Nevada, Utah un petit peu. C'est un peu le cœur, pas uniquement, mais c'est un peu le cœur et l'histoire de cette unité mixte internationale, mixte puisque elle est franco-américaine, et je suis là depuis un an pour encore une année. Mais ici, donc, bon, on pourra revenir un peu, je vous parlerai un peu du Colorado peut-être un peu plus tard ou dans les questions. Dans cette courte présentation, je vais faire une vingtaine de minutes, je vais essentiellement parler des questions générales de géopolitique de l'eau, pour essayer de voir quels sont les grands enjeux donc, géopolitiques de conflits et de coopération autour de cette ressource très particulière. Et je laisserai peut-être aux questions de revenir. Je ne vais pas rentrer ici dans des exemples. Je laisserai au moment des questions, peut-être si vous voulez revenir sur certains cas d'études, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique ou aux États-Unis, pour essayer de faire une présentation relativement courte. Pour dire simplement, j'ai écrit ce livre avec deux idées. Il y a déjà pas mal d'ouvrages en français et en anglais qui sont parus sur la géopolitique de l'eau, mais là, j'avais deux choses qui me tenaient particulièrement à cœur, qui n'étaient peut-être pas tout à fait visibles dans d'autres ouvrages. La première, c'est de faire comprendre exactement ce qu'est la ressource en eau et ses particularités, ce qui distingue la ressource en eau, par exemple, là, avec la géopolitique de l'eau par rapport à d'autres géopolitiques, celle du charbon, du pétrole, puisque là, c'est toute une collection géopolitique. Cavalier Bleu a fait une collection qui s'appelle Géopolitique, qui va de géopolitique du monde de l'art, je crois, à celui des religions, charbon, pétrole, etc. Donc, c'est toute une collection. Et donc, l'idée, c'était de montrer vraiment ce qui était particulier à l'eau, question de l'eau. Et en revenant justement sur les particularités de la ressource. Et le deuxième chose, c'était de montrer, là c'est plutôt un regard de géographe, et même j'ai beaucoup travaillé avec des anthropologues, de montrer l'imbrication de l'eau dans la fabrique sociale et la complexité de passer d'une ressource au conflit, et de la ressource au conflit ou aux coopérations, justement, en montrant et à travers le terme que j'ai étudié un peu plus de nexus, qui était un peu un terme important dans ce livre, un nexus et intégration de l'eau dans la fabrique sociale. Alors, donc je vais faire un peu ces deux temps dans cette courte présentation, d'abord sur la ressource et puis ensuite revenir un peu sur le terme un peu problématique de nexus. Sur la ressource, vous savez qu'on parle souvent de la question, on dit l'or bleu, pour comparer l'eau au pétrole, par exemple, ou d'autres ressources naturelles. Or, moi, je suis très peu satisfait par cette métaphore. Et l'idée, c'est que ici, l'eau a vraiment une particularité parce que, premièrement, comme ressource naturelle, elle n'est pas substituable, c'est-à-dire que, à la limite, sur l'énergie, on pourra un jour substituer le pétrole par l'énergie électrique, l'énergie nucléaire, ou la biomasse, ou le vent, etc. L'eau n'est pas substituable. Le corps est composé à 70% d'eau, il le sera toujours. On a toujours besoin d'eau. Les plantes auront toujours besoin d'eau. Donc, c'est une ressource qui est non substituable et irremplaçable par rapport à d'autres ressources naturelles. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'elle est recyclable. Et donc, on connaît le cycle de l'eau, et renouvelable, réutilisable quasiment à l'infini. Ce qui fait que, justement, très difficile de parler de la ressource en eau, de la géopolitique de l'eau, comme on parle de la géopolitique du pétrole ou du charbon ou d'autres ressources naturelles, qui, eux, sont substituables et souvent non renouvelables. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le premier et le deuxième chapitre sont quasiment consacrés à comprendre ce qu'est la ressource en eau. Alors, pour commencer, voilà. Je vais commencer par cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, c'est bon. Donc, c'est une carte qui est assez souvent parlée, qui est souvent présentée, qui présente l'indice dit de pénurie en eau, où on divise en gros le mètre cube d'eau par habitant, disponible par pays, par le nombre d'habitants. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma flèche correctement, mais sur cette flèche, on voit bien une ceinture ici de la pénurie et des zones difficiles. Alors,
c'est une carte qui est très parlante, qui est assez belle, hein, mais justement que je trouve ne prend pas en compte la complexité de la ressource en eau, puisque en gros, d'abord, elle oublie beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire si vous voyez sur cette deuxième, elle ne prend en compte que cette ressource ici, en oubliant tout ce qui est l'eau des précipitations utilisées par les pâturages, par les écosystèmes, etc. Donc en fait, il y a quasiment 70% de la ressource qui est oubliée, mais surtout, elle oublie ce qui est central dans la ressource en eau, c'est-à-dire la technosphère ou la technostructure, c'est-à-dire que presque toutes les ressources en eau dans le monde actuellement sont extrêmement manipulées, que ce soit par des barrages, que ce soit par des transferts d'eau entre les bassins et évidemment des modes d'utilisation. Ici, vous avez une vision qui est assez réaliste du bassin du Jourdain, hein, par François Moll, hein, c'est François Moll qui a fait ce schéma. Hein, donc, vous voyez que en fait, le haut Jourdain et le bas Jourdain sont complètement déconnectés et que ce qui revient en fait dans la mer Morte ici, ce sont les eaux qui sont en fait déjà passées par des périmètres irrigués en Jordanie pour finir ici dans la mer Morte. Donc, en fait, le cours initial du Jourdain n'existe quasiment plus. Hein. Cette rivière est complètement séparée en deux. Ici, c'est un autre exemple, hein, je ne vais pas aller dans les détails ici, mais vous avez un autre exemple du haut bassin d'Afrique du Sud, hein, du Vade et de l'Orange, qui sont les deux principaux fleuves d'Afrique du Sud. Et toutes ces flèches rouges que vous voyez ici, c'est des transferts d'eau interbassins. Et on appelle, hein, effectivement, il n'est quasiment plus rien de naturel. Et en fait, on a un plumbing system, un système de tuyauterie qui dérive, hein, qui arrête les cours d'eau, qui les dérive, etc. Et comme on dit, hein, actuellement, l'eau ne coule plus vers la mer, hein, mais elle flows, là c'est en anglais, hein, donc elle coule vers le haut et uphill, souvent on dit, hein, towards the money, hein, vers l'argent et le pouvoir, hein, c'est-à-dire que ces grands systèmes de mobilisation de la ressource qui existent sur presque tous les grands fleuves, hein, y compris le Rhône en France ou le Rhin, eh bien, ont profondément changé la nature de la ressource en eau. Donc ici, hein, pour vous dire, là je vous avais donné un autre exemple ici, hein, c'est celui de la Californie. Vous voyez en bleu, ce sont les rivières naturelles de Californie et tout ce qui est dans les couleurs rouge, orange et vert, hein, ce sont les systèmes de transfert. Alors c'est une première étape, hein, pour remettre en cause le côté, on prend la ressource, on la divise par l'habitant et puis on a en gros les conflits, c'est que généralement, il faut prendre en compte essentiellement aussi la capacité de mobilisation de cette ressource. Alors, je vais l'illustrer par quelques images. Ici, quand la capacité de mobilisation de cette ressource est faible, c'est-à-dire que vous avez une technologie qui est une technosphère qui est extrêmement limitée, ici un puits en Afrique, je crois que c'est au Tchad, eh bien, effectivement, la ressource en eau est relativement limitée également. Vous avez accès qu'à quelques mètres d'eau souterraine. En revanche, quand la capacité d'adaptation est extrêmement forte, eh bien, vous avez ce genre de paysage. Ici, si vous reconnaissez, c'est pas Venise, hein, c'est Las Vegas, pas très loin de là où je suis à Tucson, à peu près à 500 km. C'est l'eau du Colorado ici, hein, qui est à Las Vegas, c'est en plein désert. Hein, donc autour de Las Vegas, vous avez un désert complet, mais avec une capacité d'adaptation, une capacité de mobilisation des ressources extrêmement forte. Vous avez ce genre de paysage. Encore plus marquant peut-être, ici je vous ai mis deux images de Dubaï, une ici en 1950, vous voyez, bon, Dubaï c'est un vaste désert, vous avez la mer, très peu de ressources en eau, quelques puits qui amènent la ressource en eau. Ici c'est l'image en 2020, vous voyez c'est quoi, c'est un hippodrome je pense, avec des lacs artificiels, tout ça grâce au dessalement. Et Dubaï, en fait, ça illustre bien le point que je vous ai donné, c'est-à-dire que la ressource en eau ne peut être comprise que par rapport à une technique. Et ainsi, si vous regardez la ressource en eau à Dubaï, bon, vous divisez la ressource extrêmement faible par le nombre d'habitants, vous avez une situation extrêmement difficile dans les années 50, naturellement extrêmement difficile. En revanche, si vous prenez en compte une technique qui est en l'occurrence le dessalement, hein, c'est-à-dire que Dubaï dessale l'eau de mer, ce qui demande de l'énergie, on verra ça un peu plus tard, mais vous avez des ressources qui sont quasiment illimitées. Donc dire qu'en mètre cube par habitant, la ressource de Dubaï naturelle est faible, ça n'a finalement pas grand sens. Vous voyez que la ressource de Dubaï, en fait, actuellement, si on divise, la ressource est quasiment infinie puisque c'est l'eau de mer dessalée divisée par le nombre d'habitants qui a augmenté mais qui n'est pas si énorme. Hein. Vous avez des ressources qui sont infinies et donc
des situations géopolitiques qui sont par définition extrêmement différenciées. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu essayer de dire que la ressource ne se comprend que par rapport à une technique donnée et essayer de donner une définition un peu plus précise, souvent de la ressource, que de simples mètres cubes d'eau dans les fleuves et les rivières, en disant que la mètre cube, c'est la ressource en eau, c'est une quantité évidemment disponible. Là, on en a besoin quand on en a besoin, donc quand on peut la mobiliser, mais surtout avec une technique donnée, avec une qualité propre, bon, ça c'est un point aussi important, et pour des besoins particuliers. Et si on prend cette définition un peu plus stricte et qui prend en compte donc cette capacité d'adaptation, alors capacité d'adaptation, c'est quoi généralement? C'est effectivement des ingénieurs qui sont capables de construire des barrages, faire des transferts d'eau, des capitaux pour investir et pour payer tous ces ouvrages qui coûtent extrêmement cher. Et puis, en troisièmement lieu, une politique de l'eau, c'est-à-dire une volonté politique qui fait passer des lois, des régulations qui permettent de construire ces grands systèmes de gestion de l'eau. Une volonté politique qui fait passer aussi, c'était net aux États-Unis, qui permet de faire passer les budgets extrêmement conséquents pour financer ces grands projets d'eau. Et si on fait cette définition, et si on prend en compte toute la dimension de la ressource en eau, on arrive à des cartes qui sont, à mon avis, plus proches de la situation réelle des problèmes liés à l'eau et des grands enjeux liés à l'eau. Sur cette carte ici, bon, c'est une des façons de voir, c'est un indice de pauvreté en eau qui tient, comme c'est marqué ici, bon, évidemment la quantité de la ressource, mais l'accessibilité aussi, la capacité à mobiliser, l'utilisation et l'impact sur l'environnement. Et on voit que les situations plus problématiques se trouvent ici au Sahel, par exemple, en Afrique centrale, même si c'est des pays qui ont beaucoup d'eau, eh bien, en fait, leur capacité d'adaptation est très faible, ce qui fait que leurs ressources et les problèmes posés par l'eau peuvent être extrêmement importants. On trouve aussi l'Inde, une partie de l'Asie du Sud-Est, ce qui peut être moins attendu, mais aussi des situations qui ne sont pas si bonnes, notamment ici en Amérique centrale ou encore ici en Amérique du Sud, du fait d'un manque de capacité d'adaptation. Et ça donne une vision, à mon avis, plus réaliste de la situation de la ressource en eau et par conséquent des problèmes géopolitiques. J'ai cette autre carte ici, bon là je l'avais réalisée pour un article du CNRS qui vous montre effectivement bien où se situe plus exactement le problème par rapport à l'indice de Falkenmark. Alors effectivement, il y a des problèmes géopolitiques liés à la forte pression sur la ressource, c'est ce que vous voyez en rouge, on les revoit encore ici, Afrique du Nord, Moyen-Orient et puis Asie centrale. Mais il y a aussi des questions liées à la faible capacité d'adaptation et on retrouve toute l'Afrique subsaharienne quasiment. Et puis, on a effectivement des soucis, mais alors qui sont un peu différents, liés à des pollutions industrielles actuelles et héritées. Vous voyez surtout dans les pays du Nord. Ça ne veut pas dire que s'il y a beaucoup d'eau dans les pays en Europe de l'Ouest, notamment, ou en Russie ou au Canada, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Bon, ce n'est pas des problèmes géopolitiques importants, mais ça peut quand même avoir des soucis. Et ici, vous avez en rose ici, je ne sais pas si ça paraît bien en rose sur votre écran, mais sur des pays qui combinent plusieurs facteurs, que ce soit les États-Unis, le Mexique, qui ont à la fois ou l'Afrique du Sud, qui a à la fois des problèmes de pollution industrielle, des problèmes d'accès à l'eau limités, et puis à la fois une forte pression sur la ressource, ce que vous voyez en violet. Et donc, ça vous donne une vision, je pense, un peu plus réaliste de questions de là où se posent les problèmes de l'eau, et ce qui permet de voir pourquoi on peut avoir des questions géopolitiques importantes au Kenya ou encore en Tanzanie, alors que sur la carte de la ressource brute, il semblerait qu'il n'y ait pas de problème important, que la ressource est relativement abondante dans ces pays. Alors, j'ai rajouté ici, effectivement, pour la dépendance, pour la question strictement géopolitique, la dépendance vis-à-vis de pays étrangers, c'est ce que vous voyez tous ces pays ici en pointillé, notamment l'Égypte ou encore l'Irak ou le Pakistan qui dépendent d'eau qui viennent de pays étrangers ici. Et puis également un facteur important et qui est souvent un peu négligé, c'est la variabilité des précipitations. Alors, pourquoi? Parce que, je vais revenir un petit peu sur ce facteur de variabilité qui est souvent un peu oublié dans les questions de géopolitique et qui est pourtant fondamental.
C'est-à-dire que le problème de l'eau et des précipitations en général, c'est que ce n'est pas tellement la moyenne qui compte, hein, la moyenne est importante, mais les moyennes annuelles, hein, comme vous avez vu sur la carte de Falkenmark, finalement, n'ont pas tellement grand sens. Ce qui est important, c'est la variation d'une année sur l'autre et l'alternance d'une année sèche et d'années humides. Alors, en France, enfin dans la France du Nord, a priori, hein, donc à Paris par exemple, on est assez peu sensible. Effectivement, il y a des années un peu plus humides, un peu plus sèches, mais c'est pas très très visible. Alors que dans beaucoup de pays, enfin j'avais fait un calcul, c'était quasiment 3 milliards d'habitants qui sont soumis à une variabilité extrêmement forte, c'est-à-dire une variabilité dans l'année déjà, c'est-à-dire qu'il pleut que quelques mois par an, c'est le cas par exemple dans l'Inde, mais aussi en Inde, pardon, mais aussi une variabilité d'une année sur l'autre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir 1, 2, 3, 4 années sèches où il pleut quasiment pas, suivi d'une année ou deux, ou alors au contraire, c'est le contraire. Il y a des inondations massives. C'est le cas, par exemple, de tous les pays de la bande sahélienne ici, où vous avez une alternance entre des années sèches et des années humides. Ou c'est le cas également ici, dans l'ouest des États-Unis, notamment Californie, Arizona et le bassin du Colorado. Alors, pour revenir, hein, c'est-à-dire que tous les systèmes, ou en Afrique du Sud, c'est le même cas, tous les grands plumbing systems les grands systèmes de transfert d'eau sont faits justement pour contrer cette année et cette succession d'années sèches et d'années humides. C'est-à-dire qu'il faut stocker en année humide pour avoir de l'eau après en année sèche. Et tous les grands systèmes sont construits pour ça. D'ailleurs, qu'on détourne l'eau et enfin on détourne ou on stocke pour faire face à des possibles pénuries. Mais évidemment, on n'en sait rien. Hein. C'est le cas de l'Australie aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune prévisibilité. C'est-à-dire que là, dans le bassin du Colorado, on ne peut pas vous dire si l'année 2021 sera sèche ou humide, si on va avoir une décennie sèche ou si on va avoir une décennie humide. On n'en sait rien. Donc, c'est vraiment une imprévisibilité. Enfin, c'est ça aussi qui fait un peu la particularité de la ressource en eau, c'est que c'est imprévisible. Et ça a des très fortes conséquences, évidemment, géopolitiques, puisque les pays d'amont construisent au maximum pour garder, mais ils ont leur propre politique de je garde, je relâche, sans avoir de prévisibilité, pardon, alors que les pays d'aval, évidemment, eux, sont complètement dépendants et se disent mais s'il n'y a pas d'eau, le pays d'amont peut garder son stock et gardera son stock 1 an, 2 ans, 3 ans avant, pendant 3 ans. Et donc, ça crée, c'est plus la variabilité des précipitations que la moyenne qui, en fait, à l'origine de la plupart des problèmes géopolitiques, notamment entre les pays amont et aval, et également à l'intérieur des pays. Hein. Dans le bassin, je vais revenir après dessus un peu plus en détail, mais en Californie, il y a eu 3 années sèches, 12, 13, 14, 4 années sèches, jusqu'à 12 à 16, et on est arrivé effectivement à un système où si l'année suivante elle a été sèche encore, elle a été humide heureusement, on a eu des gros problèmes d'approvisionnement en eau, par exemple, à Los Angeles. C'est la même chose, hein, vous avez peut-être entendu ceux qui s'intéressent aux questions de l'eau. Alors, ce n'est pas un problème géopolitique, mais interne à la ville du Cap en Afrique du Sud, où effectivement, tout leur système est prévu pour faire face à 2-3 années sèches, et il y en a eu 3. Et la 4e est arrivée, la 4e année sèche est arrivée, les barrages étaient vides. Et donc, on est passé près de la catastrophe. Heureusement, la 5e était plus humide. Mais il y aurait une 5e année sèche, tout le système aurait eu des problèmes. Donc, là-dessus, hein, c'est sur ce quoi je voulais insister pour comprendre vraiment la logique qu'il y a derrière, les politiques de l'eau, la logique qu'il y a derrière les ingénieurs aussi, et presque de façon provocative, un peu provocante sur cette ressource. Il y avait François Moll qui disait, mais par défaut, dans ces pays, tous ces pays que vous voyez, toutes ces régions que vous voyez un peu avec ce figuré carré ici, là, eh bien, finalement, ils sont en situation quasiment de pénurie presque constante, enfin de risque de pénurie presque constante, puisque les systèmes, finalement, sont construits pour faire face à un certain nombre d'années sèches, mais pas plus. En revanche, mais dans l'autre sens, si on construisait encore plus de barrages ou d'usines de dessalement, eh bien, on aurait les personnes en charge des politiques de l'eau auraient la critique inverse. On dirait, mais attendez, vous avez construit des usines de dessalement, vous avez construit des barrages dont on ne se sert jamais, puisque en année normale, tous ces grands investissements ne servent pas, puisqu'on n'a pas eu besoin de faire du dessalement quand les barrages sont pleins. Donc c'est ça, il faut bien comprendre, hein, je pense, avant de parler de géopolitique de l'eau, la logique des politiques de l'eau pour faire face à ce problème qui est surtout un problème temporel finalement, et un problème de temporalité, de manque de prévision et d'absence de visibilité
à court, 2 ans, mais aussi à moyen terme. C'est-à-dire, on a encore relativement peu d'idées de ce qui se passera dans 10 ou 20 ans. Et donc, comment construire des politiques pour arriver à ça? Et pour moi, le problème des conflits liés à l'eau et à niveau local et au niveau régional, et donc géopolitique au sens strict, vient essentiellement de cette question de imprévisibilité et problème de comment faire face à une variabilité qui est extrêmement importante. Alors, je vais m'arrêter ici sur l'eau, mais c'est pour faire comprendre que ici, il y a vraiment une question importante et c'est le nœud qui est difficile à comprendre aussi, mais qui est le nœud vraiment des questions géopolitiques. Alors, malheureusement, je ne pouvais pas mettre de cartes dans géopolitique de l'eau, mais c'était vraiment, ces cartes-là sont derrière la pensée que j'avais sur ces questions géopolitiques de l'eau. Alors, sur le deuxième plan, parce que je vais avancer un peu vite là pour nous laisser un peu de temps, sur la question maintenant du nexus, mais les deux sont liés. C'est-à-dire qu'une autre particularité de cette ressource en eau, c'est qu'elle est très profondément imbriquée dans un triangle, ou ce qu'on appelle le nexus, notamment dans un des triangles qui est l'eau, ce que vous voyez ici, l'énergie et l'alimentation. Pour faire vite, il faut de l'eau pour produire, on peut utiliser l'eau pour produire de l'énergie, c'est tout ce qui est hydroélectricité. Il faut aussi, ça on l'oublie souvent, de l'énergie pour produire de l'eau. Dans la capacité d'adaptation, eh bien, en fait, pour ramener l'eau là où on en a besoin, quand on en a besoin, il faut évidemment de l'énergie. Pour faire un transfert d'eau, il faut la passer au-dessus des montagnes. Pour faire le dessalement, il faut évidemment de l'énergie. Donc, effectivement, il y a les flèches dans les deux sens. Ensuite, bon, les liens entre l'énergie et l'alimentation paraît aussi évident, notamment que l'agriculture irriguée moderne demande énormément d'énergie. Bon, ça, on le sait. Et puis, effectivement, le lien entre eau et alimentation est extrêmement important, puisqu'il faut effectivement de l'eau pour produire de l'alimentation. Et on peut effectivement aussi pallier le manque d'eau en certains sens par l'eau virtuelle. Bon, ça, je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais c'est un point quand même important. Donc, il faut retenir ce triangle. Et l'idée ici, c'est que surtout, les questions liées à l'eau ne viennent jamais seules. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier la géopolitique de l'eau sans au moins avoir une certaine vision de la géopolitique de l'alimentation. Par exemple, Pierre Blanc, dans son ouvrage que je conseille d'ailleurs, s'appelle L'eau et la terre au Proche-Orient, qui explique un peu les questions géopolitiques au Proche-Orient, montre que c'est toujours l'eau et la terre. C'est jamais l'eau toute seule, le nœud du problème, c'est jamais la terre toute seule. C'est que dans cette région, si vous avez de l'eau mais pas de terre cultivable, ça ne sert pas à grand-chose. Et si vous avez de la terre mais sans eau, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc les deux sont extrêmement liés en permanence et on ne peut pas voir l'un sans l'autre. On pourrait voir dans d'autres cas, par exemple dans le bassin du Nil, c'est clair que l'eau et l'énergie sont extrêmement liés. Les problèmes, l'Éthiopie, c'est un programme énergétique essentiellement, qui n'est pas lié à l'utilisation de l'eau directement. Donc là, on aurait eau et énergie. Donc on a toujours ce lien, toujours en tête quand on étudie les questions géopolitiques de l'eau, dans la complexité de ce nexus, c'est un terme qui est utilisé par l'Université des Nations Unies, au nexus eau, énergie, alimentation. On pourrait faire d'autres nexus, c'est eau, environnement, climat, par exemple aussi, les trois sont extrêmement liés. Et j'avais fait en plus, donc c'est l'imbrication de l'eau dans la fabrique sociale. C'est-à-dire que, pour faire vite, vous avez toujours, sur cette première carte que j'ai critiquée, bon, on divise les mètres cubes par habitant. Dans la première partie, j'avais vu que bon, cette question des mètres cubes, il faut vraiment la prendre avec prudence. La ressource en eau est quelque chose de très particulier. Mais les habitants, il faut voir aussi exactement de quoi il s'agit. Et la répartition de l'eau est toujours une question extrêmement j'allais dire complexe socialement. Ici, je vous ai mis une photo en Iran, que j'avais prise en Iran, d'un répartiteur d'irrigation. Et vous voyez que tout ça, ça mène à des champs irrigués. Et il y a un système extrêmement complexe. En fait, les gens viennent mettre des petites planches ici pour boucher l'un ou pas l'autre, avec des tours extrêmement complexes. Mais c'est quelque chose qui est lié à des lignages familiaux, à des droits sur l'eau ancestraux qui ont été repris, refaits, etc. Mais partout où on s'intéresse au problème de l'eau, on a tout de suite, on entre tout de suite dans des questions souvent anthropologiques et juridiques extrêmement complexes. Et c'est un système de répartition qui, je pense, parmi les ressources naturelles et parmi ceux
avec une histoire extrêmement longue souvent derrière et avec une difficulté, avec une complexité, même ici dans l'ouest des États-Unis, on pourrait dire bon, ben, c'est quand même beaucoup plus simple vu que les systèmes datent en gros d'une centaine d'années. Non, au contraire, c'est extrêmement complexe et il y a des questions juridiques de droit sur l'eau depuis les années 1870 qui ne sont toujours pas tranchées, qui sont toujours en train de discuter de qui a droit sur l'eau du Colorado, comment, à quel volume, sous quelles conditions, etc. etc. Donc, l'idée, c'est que quand on regarde un peu les conflits liés à l'eau, c'est qu'effectivement, bon, il y a des conflits qui sont là pour accéder à l'eau, pour contrôler l'eau directement. Bon, ça, c'est quelque chose qui peut être attendu. On se bat aussi avec l'eau, c'est-à-dire que finalement, souvent, l'eau est souvent un prétexte pour d'autres conflits, notamment des conflits liés à la terre, des conflits au droit. Dans l'Ouest américain encore, hein, j'en parle puisque je suis là, hein, mais c'est lié au droit des Indiens à la terre, au droit des Indiens au développement, etc. Et l'eau n'est finalement qu'une petite partie, elle est prise, mais c'est une entrée vers d'autres conflits. Et puis, on se bat aussi pour des ressources, hein, là je reviens au nexus, des ressources liées à l'eau, c'est-à-dire la production agricole, la production hydroélectrique, qui a droit à tel pourcentage d'hydroélectricité, où vont les royalties de l'hydroélectricité. C'est toujours des questions hein, qu'on voit réapparaître ici très fortement dans tout ce qui est conflit lié à l'eau. Alors, l'idée, pour un peu aller vite ici, je ne vais pas revenir en détail sur ce schéma, j'avais pris de Thomas Homer Dixon, c'est qu'on ne peut pas passer pour l'eau, en tout cas, du manque de scarcity, c'est-à-dire de la pénurie de la ressource, pardon, c'est facile aussi, de la pénurie de la ressource au conflit ethnique, au coup d'État, etc. Hein, c'est qu'il faut passer toujours, quand on analyse les questions géopolitiques de l'eau, et ce qui rend effectivement l'analyse extrêmement complexe, c'est qu'il faut passer toujours par un certain nombre d'étapes pour regarder exactement comment ce conflit lié à l'eau s'imbrique dans d'autres conflits, comment il peut l'aggraver, comment aussi, de temps en temps, c'est pour ça que j'ai mis coopération entre conflit et coopération, comment au contraire, eh bien, si on ne fait pas la guerre pour l'eau directement, l'eau peut au contraire être un facteur de pacification, de coopération, et c'est ce qu'on voit notamment entre l'Inde et le Pakistan. Il y a eu la coopération domine, alors que ces deux États qui sont opposés pour beaucoup de choses, eh bien l'eau, c'est un des rares points où effectivement on peut avoir une coopération assez efficace entre ces deux États. Mais c'est à condition qu'on regarde bien cette imbrication, d'abord le nexus et l'imbrication dans la fabrique sociale. Et il faut garder toujours en tête aussi un point sur la pénurie, c'est que la pénurie n'est jamais pas tant le manque d'eau, mais le fait que certains utilisateurs ou certaines catégories vont manquer d'eau. Hein. Donc, il faut bien voir que la pénurie n'est jamais quelque chose de global au niveau d'un pays. Toujours, ce qu'on voit, c'est que la pénurie, c'est certains utilisateurs ou certaines catégories manquent ou vont manquer d'eau. Et c'est une définition un peu plus précise encore là de ce que c'est que la pénurie en eau. Alors, maintenant aussi, le dernier point que je vais voir ici dans l'imbrication, c'est que cette imbrication, elle se fait à différentes échelles, du local au national, hein, donc au niveau des pays, au régional. Et l'idée que je voulais avancer dans cet ouvrage aussi, c'est que finalement, les conflits géopolitiques internationaux sont finalement relativement rares, je reviendrai dessus juste après, mais également sont souvent des conflits locaux qui finalement n'ont pas été résolus à l'échelle locale, qui n'ont pas trouvé de solution non plus à l'échelle nationale et qui donc ont des implications finalement avec les autres pays. Et ça se passe plutôt du local au national au régional. Généralement, hein, dans les différentes échelles, on passe plutôt dans ce sens-là. Alors, les conflits locaux sont importants, hein, effectivement, il y en a beaucoup plus, mais ils ont finalement un potentiel de solution relativement plus important. Alors, plutôt que de voir ce schéma ici qui est un peu complexe hein, et puis très abstrait, l'idée c'est, je vais vous faire un exemple avec le bassin du Colorado et pour voir justement l'idée entre l'implication du local au national et puis au global également. Alors pour vous donner, ici c'est le bassin, c'est le Mexique est ici, là ici c'est les États-Unis et moi, si vous voyez la flèche, je suis exactement là pour le moment à Tucson, hein, qui est dans le sud du bassin de l'Arizona. Donc là, vous avez une image du bassin
du Colorado, qui est un bassin donc binational, hein, puisqu'il y a le Mexique ici, qui est à l'extrême fin du bassin du Colorado ici. Et c'est un bassin qui a été donc extrêmement aménagé, hein, puisque vous voyez que, comme je vous disais, comme beaucoup de bassins versants dans le monde, là, vous avez l'état naturel. Ici, vous avez ce qu'ils appellent le plumbing system, le plumbing of Colorado River, avec des barrages extrêmement importants, et puis des transferts d'eau, que ce soit ici vers Tucson ou Phoenix, et que ce soit ici vers l'Imperial Valley qui est là, et aussi l'immense métropole, hein, de Los Angeles à San Diego, mais aussi ici jusqu'à, ça passe la ligne de transfert des eaux jusqu'à ici Denver, hein, Colorado Springs, Salt Lake City, une grande partie Albuquerque ici dans le Nouveau-Mexique, hein. Donc l'eau est envoyée aussi à l'extérieur, et en tout, hein, par ce plumbing ici, ce système de plomberie du Colorado, eh bien, vous avez ici les limites du bassin versant naturel, et ici 40 millions d'habitants qui dépendent de près ou de loin du système du Colorado. Et de ce plumbing system, vous avez ici Las Vegas, et en gros, toute l'eau, là, ici, tout ça, là, c'est une zone désertique, hein, tout ce sud, ici, Arizona, Nouveau-Mexique, c'est désertique. Toute l'eau du Colorado vient d'ici, c'est-à-dire vient de la neige qui tombe sur ces hautes montagnes rocheuses, ici, pour descendre, hein, et qui descend ensuite jusqu'au Mexique. Et d'ailleurs, les États-Unis utilisent tellement que plus rien n'arrive ici. Donc, le Mexique n'a pas sa part et donc n'a droit à rien. Enfin, normalement, il a le droit à un certain volume, mais en fait, rien n'arrive ici de façon concrète. Et ce qu'on voit ici dans ce bassin du Colorado, hein, c'est donc effectivement, comme je disais, une ressource qui est complètement manipulée par le plumbing system, hein, c'est ce que je vous ai dit au début, une ressource qui est, effectivement extrêmement variable, puisqu'elle dépend que de la neige qui tombe ici. Or, une année, 2 années, 3 années sèches aussi, pareil, tous les lacs ici se videraient. D'ailleurs, actuellement, le Lake Mead, ici, qui est le lac principal, est tout juste à son niveau un peu supérieur au niveau minimal. C'est-à-dire qu'une fois qu'il sera passé sous ce niveau, tout le système aura des gros problèmes et on aura des systèmes de pénurie, de conflits extrêmement graves, notamment dans le sud du bassin. Et là, bon, il se trouve que cette année 2020 a été assez neigeuse, donc ça va pour cette année. Mais là, on a encore, hein, toujours la question de la variabilité qui est extrêmement importante aussi pour comprendre la géopolitique. Toute la géopolitique de ce bassin dépend ici, en fait, de la neige qui tombe dans cette région. Et pour les conflits, eh bien, on a des conflits, évidemment, ou des controverses en tout cas, entre les États-Unis et le Mexique. Hein, le Mexique qui dit, bah, moi, j'ai droit à cette part, et donc il y a des négociations en cours entre le Mexique et les États-Unis, toujours en cours pour cette part ici qui doit revenir au Mexique. À noter que, bah, comme souvent, les deux sont liés, c'est-à-dire que les négociations sur le Colorado vont d'en pair avec les négociations sur le Rio Grande qui sont ici. Et vont aussi, quand on regarde les minutes, en fait, il y a une conférence internationale, enfin non, il y a une institution internationale qui s'occupe de toutes les questions de frontières. Donc en fait, on voit que la question de l'eau, souvent il parle aussi de la question du mur ou de la question des migrations, etc., etc. Elle vient effectivement de cette question de frontières, de l'eau, mêlée à d'autres choses. Hein. C'est ce que je vous dis avec le Nexus, souvent on se bat pour l'eau, mais on se bat aussi avec l'eau. Donc au niveau national, il y a des conflits extrêmement importants au niveau juridique de la Cour suprême des États-Unis entre les États du bassin inférieur et les États du bassin supérieur, les États-Unis étant un État fédéral, Wyoming, Utah et Colorado contre Nevada, Arizona et Californie. Et il y a un conflit extrêmement grave dans le bassin inférieur entre l'Arizona notamment et la Californie, puisque la Californie a des droits premiers et enfin, elle a des droits antérieurs et supérieurs à ceux de l'Arizona. Et donc, elle dit, bah, si jamais il y a un problème de variabilité et que le Lake Mead arrête de couler, il n'y a plus assez d'eau dans le Lake Mead, c'est la Californie, donc Los Angeles, qui prendra l'eau d'abord, et ensuite Phoenix, et il restera vraiment plus rien à Tucson. Donc on aura un manque d'eau extrêmement grave dans cette région désertique du sud de l'Arizona. Là, il y a 7 millions d'habitants, là, il y en a 20. Bon, la Californie est un État beaucoup plus puissant, mais l'Arizona et la Californie ont failli en venir. Hein, l'Arizona a mobilisé, bon, c'est bien les années 40, sa garde nationale contre la Californie en disant je vais détruire votre système de transfert d'eau. Donc c'est vraiment des choses extrêmement, un conflit assez grave entre les deux États. Et après, bah, évidemment, on voit aussi des conflits entre Los Angeles et cette zone ici irriguée. Donc là, c'est entre deux groupes d'utilisateurs, voire ensuite entre
les questions entre les gens qui irriguent et les villes, et à l'intérieur des périmètres irrigués. Donc on a une succession de conflits du local au global, sans compter ici, dans le bassin du Colorado, que ici c'est des régions indiennes, Apache, Navajo, et qui disent, nous on a encore des droits supérieurs même à la Californie, donc s'il y a une pénurie dans le bassin, c'est les Indiens qui auront le droit premier, ce que contestent évidemment juridiquement les Californiens, même l'État d'Arizona, etc. Donc on a un enchevêtrement de problèmes, et comme je vous disais, c'est que si jamais il y a une pénurie que tout le monde attend un petit peu, les 4 années sèches, elles vont arriver à un moment ou à un autre, eh bien, il est clair que les États-Unis essaieront d'abord de régler leurs problèmes à l'intérieur des États-Unis et ne donneront rien au Mexique. Donc là, on a bien le cas où, effectivement, ils diront on n'a déjà pas assez d'eau pour régler tous les conflits à l'intérieur des États-Unis, donc on ne va pas en plus en donner au Mexique, et donc tout le périmètre irrigué ici de Mexicali n'aura probablement plus rien. Donc on a bien l'idée que des conflits locaux dégénèrent progressivement, et ça se traduit au niveau international. J'allais dire que ce qui est vrai au niveau du Colorado, où pourtant la capacité d'adaptation est extrêmement forte, et d'autant plus vrai dans tous les autres bassins versants internationaux qu'on peut voir, où là, en plus, la capacité à régler les problèmes localement est beaucoup moins forte. On peut penser à l'Asie centrale ou encore au Moyen-Orient, ou encore au bassin du Nil, où là, effectivement, les questions sont encore plus aiguës, vu que on a beaucoup moins de capacité pour régler ces problèmes. Je voulais dire aussi que, évidemment, mais on a les mêmes choses, c'est-à-dire on a un enchevêtrement des problèmes du local au global. Alors, je vais m'arrêter, j'ai déjà parlé trop longtemps. Je voulais revenir en conclusion sur un petit point, parce que là, je ne l'ai pas abordé, dont on parle souvent, c'est ces fameuses guerres de l'eau. Là, je vous ai monté des questions. Alors, des exemples de publications sur les guerres de l'eau. Alors, pour ces guerres de l'eau, moi, je veux dire que je suis plutôt optimiste, rejoignant par exemple les travaux d'Aaron Wolf, qui l'a montré, c'est-à-dire que généralement l'eau au niveau international est plutôt, ce que vous voyez ici en vert et en bleu, un facteur de coopération, où il y a un peu souvent d'hostilité verbale, mais c'est souvent ce qu'on trouve, ce qu'il a montré, c'était avant qu'on signe les traités, il y a un peu de pression, mais généralement c'est quand même grandement un facteur de coopération. C'est pour ça que j'avais insisté sur entre conflit et coopération, c'est que la coopération géopolitique de l'eau domine extrêmement largement. Pour une raison simple, en fait, c'est que, comme vous le savez, la guerre étant la continuation de la politique de l'eau par d'autres moyens, il y a souvent des solutions abordables bien avant d'aller faire la guerre pour s'approprier des ressources chez le voisin, qui sont notamment le recyclage de l'eau, le dessalement, etc., etc. On a vraiment beaucoup d'exemples de dire que, évidemment, il y a énormément de solutions techniques qu'on peut mettre en place pour, avant d'aller accaparer des ressources d'un pays voisin. En revanche, si je suis plutôt optimiste pour les guerres de l'eau entre États, je suis plutôt pessimiste sur les ressources en eau dans le monde et l'état des ressources. Et justement, cette construction de plumbing system, de barrages, etc., etc., il n'y a pas de pénurie d'eau au niveau mondial, mais il y a de plus en plus une dégradation des écosystèmes, une pénurie d'eau de qualité et une dégradation, évidemment, comme l'eau est insérée, je dis, dans ces nexus, notamment dans le nexus environnemental, une dégradation des écosystèmes et qui probablement ira en s'aggravant avec le changement climatique. Et là, ça, par contre, on peut avoir une multiplication de problèmes et de conflits locaux, à mon avis, à cause de la dégradation de la qualité de l'eau, de la dégradation des écosystèmes et un changement climatique qui probablement, très probablement, aggravera le problème principal qui est la variabilité climatique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante qui met en valeur tous les sujets auxquels cette géopolitique de l'eau touche. Et c'était vraiment un rappel très intéressant. On a ce soir 2 étudiants qui sont avec nous et donc qui ont travaillé sur votre ouvrage dans le cadre de l'essai géopolitique de l'IELI, des ouvrages sélectionnés qui ont été publiés en 2019. Et donc je vais demander à Julia si elle veut bien prendre la parole pour poser la première question. Oui, bonjour. Oui.
Merci d'abord pour cette conférence, Monsieur Blanchon. J'avais une petite question par rapport justement à votre ouvrage où dedans vous faites référence à 3 hypothèses futures vis-à-vis de l'eau. La première étant pour vous la meilleure, la transition hydraulique, la deuxième, le dérèglement, et la troisième, une continuité des tendances actuelles. Et j'aurais aimé savoir, à votre avis, pour vous, quelle est la tendance qui se fera dans les années futures et si justement on va plus vers une transition, un dérèglement ou justement une continuité des tendances actuelles. Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être une lueur d'espoir là-dedans, justement dans cette gestion de l'eau plus tard? Merci. Alors, j'allais dire, on est vraiment dans une période actuellement où il est difficile de voir ce dont sera fait l'avenir, hein, voilà, avec ce virus qui dérègle quand même beaucoup, énormément de choses. Moi j'allais dire deux points. C'est-à-dire que pour la transition hydraulique, ce serait le scénario rose, enfin le scénario le plus favorable, c'est-à-dire qu'on mette en place des politiques de l'eau qui soient à la fois respectueuses de l'environnement et qui arrivent à résoudre presque tous les problèmes d'accès à l'eau. Là-dessus, à la limite, j'allais dire que le monde de l'eau, que je connais quand même un petit peu, est prêt. C'est-à-dire que les techniques sont là, elles sont disponibles. Il y a eu quand même une réflexion, alors ça, j'en ai pas parlé ici, mais il y a eu une réflexion qui est assez avancée dans le domaine de l'eau, qui est même acceptée par tout le monde, qui est finalement quelque chose qu'on pourrait apparenter à de la décroissance, c'est-à-dire que partout dans le monde, maintenant, les gens se disent qu'il faut réduire, enfin, les politiques même globales, nationales, disent toutes, il faut réduire notre consommation d'eau, et même ici dans le Colorado, il y a eu dans le bassin de Colorado, il y a eu des efforts extrêmement importants pour réduire la demande. Donc, on est vraiment dans la gestion de la demande, et là-dessus, ça peut donner des situations extrêmement favorables. Donc, j'allais dire que là-dessus, effectivement, à mon avis, quand même, je reste quand même plutôt optimiste pour une transition hydraulique qui se fera peut-être pas tout de suite, mais en tout cas qui est déjà, enfin, qui est prête quasiment. J'allais dire techniquement, même sur le plan des politiques, la plupart des choses, la plupart des grandes données sont prêtes. On pourrait peut-être l'accélérer. La grande inconnue reste quand même l'impact du changement climatique, qui pour le moment ne se fait pas encore trop sentir. Mais là-dessus, il y a vraiment une inconnue importante et malheureusement, si on est dans les phases les plus pessimistes, dans les hypothèses les plus pessimistes, là, ça sera vraiment extrêmement compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'Ouest américain, on pourra avoir facilement non plus 3, 4, mais 10 années sèches. Pour le Cap, le cas du Cap, ça sera vraiment extrêmement grave. Et donc là, en tout cas, il faudra, on ira plutôt vers un dérèglement parce que ça sera extrêmement compliqué de gérer cette genre de choses, gérer ces situations. Bon, voilà. Donc, mais ce qu'on voit plutôt, c'est plutôt quand on regarde plutôt, bon, il y a toujours des exceptions, mais quand même plutôt des pas vers une transition hydraulique. En tout cas, une prise de conscience qu'il faut le faire. Très bien. À vous, Simon. Oui, bonjour Monsieur Blanchon. Alors juste Madame Bourgeois, sachez que Tony Baptiste est présent dans la conversation, mais c'est vrai qu'on ne le voit pas en participant, mais il est là et il a sa question également. Et malheureusement, Sarah ne peut pas se connecter, elle a des soucis de connexion. Voilà. Monsieur Blanchon, donc merci pour votre conférence, c'était très intéressant. Donc voilà, j'avais une question. Alors pourquoi, selon vous, l'Office international de l'eau n'est pas aussi important que l'OMC ou l'OIT, malgré le fait que l'eau reste l'une, si ce n'est la ressource la plus importante de la planète, et aussi malgré le fait que, comme vous venez de le dire dans votre réponse, il y a un consensus global sur le fait que notre consommation d'eau, elle est trop importante et qu'on devrait régler ça. Oui, alors l'Office international de l'eau, c'est souvent parce que c'est une émanation en fait des organismes de bassins nationaux. La France a pas mal investi dessus. C'est simplement parce que, si vous regardez l'Office international de l'eau, c'est un bureau d'une quinzaine de personnes, donc c'est tout petit. Maintenant, il y a d'autres organismes internationaux comme le Conseil mondial de l'eau, alors qu'il y a la particularité d'être financé, enfin,
d'avoir été lancé plutôt par des entreprises privées, hein, ce qui est une particularité, c'est pas un organisme qui relève des Nations Unies. Et il y a le Stockholm, qui était une organisation loi 1901 française, ça a un peu changé maintenant, et le Stockholm Water Institute aussi. Il y a des organismes de coopération extrêmement importants. Alors effectivement, au niveau du système des Nations Unies, oui, effectivement, mais la question, c'est que finalement, la gestion de l'eau est quelque chose quand même d'assez local. C'est-à-dire qu'on va gérer bassin par bassin versant. Alors, on peut donner, effectivement, et le Conseil mondial de l'eau, Stockholm Water Institute donne des grandes lignes directrices pour gérer, etc. Donc, c'est très bien. Mais après, concrètement, chaque bassin versant, étant donné la particularité de la ressource, va avoir des particularités physiques, des particularités sociales, etc. Ce qui fait que finalement, est-ce que ce serait vraiment utile d'avoir un grand organisme, au-delà de donner quelques lignes directrices politiques? Je ne suis pas tout à fait sûr. Hein. C'est-à-dire que l'eau, là encore, c'est une particularité. Il n'y a pas de marché mondial de l'eau. Enfin, il y a l'eau en bouteille, mais à part ça, on n'échange pas de l'eau à travers entre continents, voire même entre bassins versants, c'est relativement localisé. Donc, bon, l'utilité ne serait peut-être pas énorme. Hein. À noter que, comme je dis, dans le Nexus, on échange de l'eau, mais sous forme agricole, de produits alimentaires. Hein, c'est l'eau virtuelle, et c'est la FAO qui s'en occupe. Donc là-dessus, il y a eau alimentation, finalement, c'est la FAO qui prend en charge. Ils ont d'ailleurs beaucoup de données, ils ont un département qui s'occupe de l'eau extrêmement important. Je vous remercie. Prie. Alors, on va passer à la question de Sarah, qui n'est pas connectée, mais qui m'avait envoyé sa question auparavant. Pourquoi la question de l'eau est-elle moins traitée que celle d'autres ressources, dont le nucléaire ou le pétrole, alors qu'elle est fondamentale? C'est une bonne question. Parce que, à mon avis, il y a 2 points là-dessus. D'abord, c'est parce que il n'existe pas, peut-être c'est une question aussi, hein, vous avez les marchés mondiaux du pétrole, du charbon, de tout ce que vous voulez, du blé, il n'y a pas de marché mondial de l'eau, heureusement d'ailleurs, mais donc, parce que c'est une ressource qui est utilisée localement, donc déjà, ça enlève disons un état, il n'y a pas de global water market, etc. Donc c'est évident que ça intéresse moins, il n'y a pas d'enjeux, les enjeux financiers sont quand même moindres aussi, donc c'est un point. Et puis, avec cette idée du Nexus, il y a aussi l'idée que l'eau peut être traitée de façon indirecte, je dis par les produits alimentaires. Il ne faut pas oublier que 40% de la récolte mondiale est liée à l'irrigation, à l'eau irriguée. Donc, en fait, tout ce qui est utilisation d'eau irriguée, et l'eau irriguée elle-même, c'est 70% de l'utilisation de l'eau. Donc, tout ça, finalement, ces questions liées à l'eau et l'irrigation sont traitées quasiment dans les marchés mondiaux du blé, etc., ou des produits agricoles, ou par la FAO. Eau et énergie, là aussi. Donc, enfin, il y a je dirais que c'est les 2 questions. C'est-à-dire que, il n'y a pas de global water market, il n'y a pas, contrairement au pétrole et d'autres ressources, et que deuxièmement, bien souvent, c'est encore, malheureusement, peut-être géré de façon par l'irrigation, par l'énergie, par d'autres plans dans le Nexus, mais sans directement relier ça au niveau de l'eau. Alors, très bien. Et pour dernière question de notre étudiant Tony, qui a travaillé sur votre ouvrage, comment le changement climatique impactera la gestion de l'eau, que vous avez un peu abordé dans votre présentation? Pour le moment, les données sont un peu anciennes, mais le dernier rapport du GIEC sur les questions du changement climatique et eau montre qu'en fait, on aurait plutôt une accélération, il n'y a pas de baisse de l'eau au niveau global, même au contraire. Par contre, on aurait, comme entre parenthèses, une accélération du cycle de l'eau, c'est-à-dire que finalement, la variabilité serait aussi plus grande, et tout comme on aurait plus de précipitations dans certains endroits, notamment si on prend les États-Unis, l'Est, plus de précipitations mais plus concentrées, et peut-être un peu moins, ou encore une alternance année sèche, année humide plus marquée du côté de l'ouest des États-Unis. Donc,
Voilà, donc, et ça se verrait à peu près en Afrique aussi, où finalement, peut-être dans les pays sahéliens, on aurait un peu plus de précipitations, mais elles seraient plus concentrées sur une partie de l'année, donc une variabilité à l'intérieur de l'année plus marquée, et finalement peut-être aussi plus marquée une différence plus marquée entre les années. Ce qui voudrait dire comme la difficulté principale de la gestion de l'eau, c'est la variabilité, on aurait une aggravation de cette variabilité, à la fois pour les inondations, le risque inondation, et à la fois pour le risque pénurie sécheresse, hein, la succession d'années sèches qui viendraient et entrecoupées de… voilà. Donc pour le moment, on en est plutôt là, y compris pour la France, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait pas franchement une diminution au niveau français, mais par exemple des sécheresses plus longues dans le bassin méditerranéen. Hein, c'est à quoi on se prépare, hein, des étés plus secs, plus longs, plus secs, plus chauds, donc des pénuries possibles en été, et en revanche des précipitations plus importantes, mais l'hiver dans le nord de la France, voire même l'hiver ou l'automne, printemps dans le sud de la France, donc un risque d'inondation. Donc c'est un problème, voilà, c'est plutôt ça auquel les gens actuellement, là il y a un grand programme dans l'ouest des États-Unis, justement dans le bassin du Colorado pour s'adapter au changement climatique, et l'idée c'est on aura à faire face à des périodes sèches plus longues, donc il faut prendre des solutions. Là, il y en a deux, en fait. Soit on construit de nouvelles infrastructures, mais avec un impact sur l'environnement qui sera extrêmement important, soit on modifie nos façons de faire, et donc on réduit l'agriculture irriguée, etc. etc. Voilà, donc en gros, c'est ça, c'est une augmentation de la variabilité qui, pour un moment, est problématique. Juste à noter que l'eau peut être aussi une bonne façon de lutter contre les effets du réchauffement climatique, hein, du changement climatique. Notamment, là, il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi dans les… Alors, ce n'est pas la géopolitique, hein, mais c'est les eaux urbaines hein, qui pourraient être utilisées pour justement irriguer la végétation, qui permettrait aussi de refroidir les villes et d'avoir, en faisant circuler de l'eau, d'avoir un refroidissement et donc de lutter contre les conséquences, hein, contre les canicules, par refroidissement et par verdissement des villes. Mais là aussi, ça dépend. Bah, là, on est en désert à Tucson, donc il faut effectivement pas mal d'eau pour irriguer les plantes, hein, et aussi permettre donc un peu de pallier les problèmes. Merci. Alors, beaucoup de remerciements en ligne et de nouvelles questions qui arrivent. Merci beaucoup pour votre présentation, dit Charlotte. L'eau peut-elle entraîner des migrations de population? Si oui, peut-on parler de déplacés climatiques ou sont-ils plutôt des déplacés politiques à cause d'une mauvaise gestion de cette ressource? Alors, est-ce que l'eau… Oui, alors d'abord, oui. Reste à savoir à quelle distance. Ce qu'on a vu, alors là aussi, c'est dans le cadre du Nexus, hein, c'est-à-dire que généralement, le problème qui se pose, c'est l'agriculture irriguée. Pour faire simple, donc vous avez de l'agriculture irriguée, vous aviez de l'agriculture irriguée traditionnelle, qui souvent demande pas mal de main-d'œuvre, et puis vous avez l'agriculture irriguée moderne, hein, les grands pivots par aspersion, etc., qui souvent est mécanisée et demande moins. Et dans beaucoup de pays, pour un peu économiser la ressource en eau, eh bien, ils ont monté le prix de l'eau. Alors, et donc, vous avez des questions de changement dans les périmètres irrigués. Alors là encore, hein, c'est évidemment, votre intervenant le dit, il y a des questions politiques dedans, c'est-à-dire que c'est pas que la question de l'eau, généralement elle est mêlée à des questions foncières, hein, c'est la terre et l'eau, effectivement, mais qui provoquent justement des choses dans les pays du Sud, hein, qu'on a vu traditionnellement dans les pays du Nord, c'est-à-dire un exode rural. Donc des gens qui sont effectivement, des ouvriers agricoles qui ne peuvent plus travailler sur place, ou des petits exploitants dont l'exploitation n'est plus rentable et qui s'en vont donc, hein, et qui reviennent. Et donc vous avez des questions importantes de migration de population, en Afrique notamment. Alors, est-ce que ce sont des réfugiés? Souvent, c'est plus effectivement lié aux politiques de l'eau qu'au climat lui-même, pour le moment, en tout cas. Hein. C'est clairement lié aux politiques agricoles, aux politiques de l'eau liées aux politiques agricoles qui produit ce genre de mutation. Et alors, le plus souvent, ils vont pas, c'est pas des migrations internationales, hein, c'est dans la ville la plus proche, voire même pas maintenant au Kenya. Moi, j'ai travaillé un peu au Kenya. C'est même pas tant dans la grande ville, la capitale. Bon, il y en a aussi une partie, mais c'est souvent dans les petites villes, qui ont maintenant 100 000, 150 000 habitants, mais ces migrations vont souvent dans la ville d'à côté, en fait. Des campagnes dans la ville d'à côté. Comment faire à présent quand le secteur privé s'accapare des réserves d'eau publiques
le cas de Nestlé et Coca-Cola avec les nappes phréatiques au Brésil, par exemple. Faut-il réguler plus? Alors, là encore, bon, souvent, ce sont pas. Il faut voir que localement, l'impact est extrêmement fort. Localement, effectivement, l'impact est fort. Il y a des communautés. J'ai eu des exemples au Mexique aussi, hein, avec Coca-Cola. Donc, l'exemple et des communautés justement rurales qui sont privées de leur eau parce qu'effectivement, Coca-Cola puise et donc les nappes de surface sont j'allais dire en anglais, n'ont plus suffisamment d'eau et donc les gens ne peuvent plus irriguer ou n'ont plus accès à l'eau potable. Donc il y a eu des cas au Mexique qui sont extrêmement graves, notamment, hein, pas très loin d'ici. Mais bon, c'est souvent des phénomènes encore locaux, hein, il ne faut pas exagérer ça. Et là encore, c'est plus des crises de politique de l'eau, c'est-à-dire que la régulation, à un moment, a été mal faite. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que ça avait un problème un peu plus global, c'est que les droits, il y a des travaux qui sont faits au Pérou, les droits souvent ancestraux des communautés locales, notamment indigènes, sont très mal pris en compte. C'est-à-dire que on implique un système moderne j'allais dire moderne en licence presque coloniale, en fait, de gestion de l'eau qui vient se superposer, même si les pays sont plus colonisés, mais qui vient se superposer en disant, bon, cette eau-là, non, en fait, vous n'avez pas de droit juridique en place ou vous ne les avez pas formalisés correctement. Et donc, en fait, cette eau appartient à personne. Donc, moi, compagnie privée, j'ai le droit, je viens et je viens puiser. À noter que même si ces exemples-là de compagnies internationales sont souvent très médiatisées parce qu'elles sont sous le regard d'ONG, etc., ce qui est très bien, hein, mais généralement, c'est très limité par rapport à ce qui se passe au niveau local. Hein. C'est-à-dire que je connais des gens qui ont travaillé en Tunisie, c'est pas les compagnies internationales qui vont puiser et qui vont outrepasser les droits des paysans locaux. C'est souvent les investisseurs de la ville d'à côté, justement, qui vont puiser et qui sont c'est beaucoup plus massif localement, j'allais dire, que quelques compagnies internationales. L'accaparement local est plus fort, j'allais dire, est plus grave et plus fort que l'accaparement de compagnies internationales. Alors, quand on parle de géopolitique de l'eau, on prend souvent comme exemple les eaux de surface, fleuves, lacs. Qu'en est-il des eaux souterraines? Y a-t-il des particularités quand on s'intéresse à la géopolitique de l'eau souterraine? Demande Cécile. Oui, c'est une excellente question et c'est pour ça que j'ai consacré, alors je ne sais plus si c'est un chapitre ou une partie entière dans l'ouvrage aux eaux souterraines et à la question géopolitique des eaux souterraines. Alors oui, effectivement, il y a des particularités. La première, c'est parce que elles sont mal connues. Ces eaux souterraines, à la fois le volume disponible, à la fois la façon dont elles circulent, tout ça, la façon dont elles se rechargent, tout ça est extrêmement mal connu. Donc ça, c'est la première particularité. La deuxième particularité, c'est qu'elles sont cachées, évidemment, comme elles sont souterraines. Donc il est extrêmement difficile de savoir qui fait quoi dans ces eaux souterraines et comment se passe le passage. Si quelqu'un puise dans l'eau de surface, est-ce que ça impacte l'eau souterraine et vice-versa. Tout ça est extrêmement peu connu, y compris ici aux États-Unis. On pourrait dire que c'est vraiment un des pays où il y a le plus de recherches sur les questions de l'eau dans l'ouest des États-Unis. Ils ont beaucoup de mal à savoir le lien entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Donc c'est extrêmement compliqué. Ensuite, alors actuellement, effectivement, c'est un sujet qui est émergent, j'allais dire. Hein. Ça fait peut-être une vingtaine d'années, même une trentaine d'années avec les travaux de Jean Marga, qu'on s'intéresse vraiment aux eaux souterraines, aux connaissances scientifiques, et maintenant une dizaine d'années qu'il y a des intérêts pour la gestion partagée des eaux souterraines. Il y a un projet de l'UNESCO, le PHI de l'UNESCO avec Youssef Hilali, qui s'occupe de cette question. Moi, j'ai essayé un peu de faire dans l'ouvrage, il y a un chapitre entier qui essaye de faire un peu un point de ce qu'on sait et de quelles sont les actions. Il y a des actions pilotes en Afrique australe, en Égypte aussi, Égypte-Libye, pour essayer de voir comment on peut gérer
ces eaux souterraines. Mais c'est une ressource extrêmement importante. Merci pour cette conférence, Monsieur Blanchon. Pensez-vous que la problématique de l'eau en Asie centrale pourrait remettre en cause la politique de confiance et respect mutuel entre les pays de la région que l'on appelle parfois « esprit de Shanghai » ? Oui, alors, la région, il y a un problème qui est local en Afrique, en Asie centrale, pardon, qui est la vallée de Fergana, qui est une petite vallée enclavée où il y a beaucoup d'agriculture irriguée et qui, de mémoire est bonne, c'est partagé entre le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et peut-être le Kazakhstan, je ne suis plus tout à fait sûr, et qui est partagée de façon extrêmement étrange étrange, ça veut dire que c'est vraiment un moment, je crois, l'Ouzbékistan à la moitié du cours et le bas du cours, puis le Kazakhstan, le Tadjikistan vient se mettre au milieu, etc., etc. Et c'est vraiment un hotspot. Effectivement, donc là, il y a un hotspot local qui effectivement peut être créateur de tension et qui a beaucoup de tension au niveau local. En même temps, pour le moment, d'après ce que j'ai lu, c'est plutôt, là encore, l'eau est plutôt encore un facteur de coopération, même si la situation, à mon avis, peut dégénérer assez vite, notamment là encore avec le changement climatique. Alors déjà, la mer d'Aral est en état catastrophique, bon, mais ça fait un petit moment déjà. Mais même là encore, on est un peu dans la même chose, d'une dépendance extrêmement forte du CIR et de la Moudaria, des montagnes, des régions montagneuses en amont. Et là encore, eh bien, si la variabilité climatique venait à s'aggraver, on pourrait avoir une remontée extrêmement rapide des tensions. C'est-à-dire que tant que la ressource est relativement abondante, bon, on peut faire de la coopération. Si jamais, effectivement, la ressource venait à se raréfier extrêmement vite, le chacun pour soi serait, chacun voudrait probablement construire son propre système de sécurisation. Alors, dans le même ordre d'idée, une question de notre étudiante Valentine. L'eau n'est-elle pas aussi un outil géopolitique, un moyen de pression dans la recherche d'un hégémone de la partie d'État ou groupe armé, notamment ISIS, qui contrôle le barrage de Mossoul, ou encore la Turquie qui assèche ses voisins? Alors, c'était assez intéressant. Pour répondre en deux parties, il y a eu effectivement dans la guerre de la Syrie, une assez forte volonté de toutes les parties d'ailleurs, hein, de contrôler les barrages, en fait, hein, une volonté des parties de contrôler, que ce soit des Kurdes ou de ISIS, hein, de contrôler les principaux barrages, celui qui s'appelait barrage El Assad sur l'Euphrate. Le barrage de Mossoul, justement, l'ISIS voulait le contrôler. Ça a été une des premières opérations des Américains de reprendre le contrôle du barrage en amont de Mossoul et c'est pour justement qu'il ne tombe pas aux mains et qu'il n'y ait pas cette menace dessus. Les Kurdes, effectivement, ont voulu très vite contrôler les barrages de l'Euphrate, hein, les deux barrages Tabqa et El Assad sur l'Euphrate, pour justement avoir la main sur les ressources. C'était assez intéressant aussi donc effectivement là, il y a eu vraiment une question géopolitique de l'eau, même si ce n'était pas des entités étatiques. La Turquie est quasiment un des pays qui utilise le plus cette question des barrages pour essayer de faire pression sur l'amont, sur l'aval, hein, sur les pays d'aval, donc la Syrie et l'Irak. Alors, il faut toujours voir un petit peu, justement, c'est là que la ressource en eau est un peu particulière par rapport, c'est-à-dire que contrairement au pétrole, vous pouvez faire un embargo, contrairement au charbon, vous pouvez également faire un embargo. L'eau, c'est difficile de faire un embargo, hein. C'est-à-dire que une fois la Turquie, bon, pourrait dire, OK, je bloque pendant 1 an l'eau du Euphrate, mais une fois que son barrage est vide, il faut bien qu'elle la fasse passer, il faut que ça passe, hein. Donc l'eau va couler. Donc c'est un moyen de pression, certes. J'allais dire, c'est plus un moyen de pression idéologique, finalement, en disant, j'ai les capacités, dans une certaine mesure, de bloquer l'eau qui arrive en bas chez vous. Mais eux, les Syriens, en Syrie comme en Irak, ils ont aussi des stockages, donc ils pourraient tenir 1 an, 2 ans, en disant, bon, c'est pas grave, vous bloquez, mais de toute façon, vous allez bien devoir à un moment ou à un autre ouvrir votre barrage. Sinon, votre barrage, il va monter et puis il va céder parce que vous n'aurez plus de barrage. Donc, il y a aussi ça, hein, qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment faire attention. Il y a des discours et puis après, il y a la réalité. C'est comme l'Éthiopie. Bon, elle a construit des barrages hydroélectriques.
si elle veut faire fonctionner son hydroélectricité, il faut forcément qu'elle fasse passer l'eau. Donc, elle peut dire, ah, mais je pourrais, effectivement, mais en fait, elle ne peut pas faire valoir vraiment de menace contre l'Égypte, puisque l'Égypte, de toute façon, elle barrage déjà souvent, donc elle a 3 ans du Nil, et l'Éthiopie ne pourrait absolument pas stocker 3 ans, l'équivalent de 3 ans du cri du Nil, derrière ces barrages hydroélectriques. Il faudrait sinon, elle n'aurait pas de production hydroélectrique, ces barrages ne serviraient à rien. On se demande. Donc voilà, il y a des menaces. Il faut bien voir dans la politique de l'eau, bien réfléchir à comment marche la ressource en eau et sa particularité, pour après voir ce qui est effectivement juste un peu de. On montre ses muscles, on dit voilà, moi je suis puissant parce que j'ai des ressources en eau. Et en fait, dans la réalité, cette menace, elle repose quasiment sur rien, et les autres le savent très bien. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà, c'est d'où l'intérêt de regarder vraiment ce qu'il y a vraiment derrière la ressource. Ce n'est pas parce que vous avez la source que vous avez le pouvoir sur tout le bassin, c'est que vous avez juste la source. Très bien, merci. Une autre question sur le changement climatique qui inquiète beaucoup. Est-on capable d'évaluer l'impact qu'aura le changement climatique sur l'approvisionnement en eau? Des politiques d'adaptation sont-elles déjà en place dans certains pays? Alors, pour répondre, d'un côté, on commence à avoir des idées un peu plus claires, mais c'est vraiment encore sur l'impact sur les ressources en eau, c'est vraiment extrêmement difficile. Parce que cela va jouer, l'impact va être sur la variabilité et on a extrêmement mal à mobiliser, à modéliser la façon dont ça pourra se passer d'ici 30, 50 ans. En fait, c'est quasiment impossible. Déjà qu'on a très peu, comme je vous l'ai expliqué, de visibilité sur quelles seront les ressources en eau, enfin comment va se comporter par exemple le bassin du Colorado entre 2020 et 2030, on n'en a strictement aucune idée. Donc, on a encore moins d'idées de ce qui va se passer en 2050. Pour répondre à la deuxième question, oui. C'est-à-dire que tous les pays, enfin presque même les pays les plus, qui ont le moins de moyens, comme le Kenya par exemple, ont déjà des idées pour se dire, voilà, comment on pourra s'adapter. Parce qu'il faut commencer l'adaptation, c'est ça qui est extrêmement dur dans la politique de l'eau, c'est qu'il faut commencer l'adaptation maintenant, parce que les ouvrages d'adduction d'eau, il faut quand même 10 ans pour les prévoir, un certain nombre d'années, pour être prêt en 2050. Donc, il faut qu'on s'adapte maintenant pour quelque chose qu'on a peu d'idées d'ici 2000. Il faut qu'on commence à s'adapter maintenant pour être prêt en 2050, mais on ne sait pas vraiment comment ça se passera. Mais il y a des. Alors, l'idée générale, c'est que plus on aura construit des systèmes sûrs et résilients maintenant, mieux on sera prêt en 2050 à faire face. C'est-à-dire, voilà, en gros, c'est l'idée générale qu'il y a derrière les politiques de l'eau. C'est-à-dire que plus on a de sécurité et de résilience actuelle, plus, même si les prévisions pour 2050 s'avèrent fausses, bien, de toute façon, les politiques pourront plus facilement se réadapter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la sécurité. Voilà, c'est la sécurité. Le problème, c'est que, voilà, est-ce qu'on ne va pas construire des choses qui seront complètement inutiles? Tony, notre étudiant redemande pourquoi vous n'aimez pas l'expression or bleu? Parce que justement, l'eau n'a rien à voir avec l'or noir qui est le pétrole, n'a pas grand-chose à voir avec l'or noir qui est le pétrole et n'a pas grand-chose à voir non plus comme avec l'or tout court. Donc ça amène plutôt des. Je suis pas le seul, je crois qu'il y avait Gérard Payen à un moment qui avait dit je suis contre cette expression, qui était rapporteur à l'ONU sur les questions de l'eau et qui avait dit oui, non, mais il faut se passer de cette question parce que ça induit plus de confusion qu'autre chose par rapport aux particularités de la ressource en eau. Parce que justement, contrairement à l'or et le pétrole, l'eau n'a pas de valorisation, il n'y a pas un cours mondial non plus de l'eau. Enfin bref. Tellement de différences que ça induit, par contre, justement, à peut-être trop voir en disant il y a un stock et puis il faut gérer ce stock, alors que ce n'est pas du tout vrai pour l'eau. Une étudiante qui est à Bordeaux qui aimerait que vous parliez du problème de l'eau en Asie du Sud-Est. Alors, c'est une des questions, je renvoierai, il y a de la bibliographie très bien faite par un auteur français qui s'appelle François Moll, c'est pour avoir M-O-2-L-E. C'est une question que je connais limite le moins. Alors, en Asie du Sud-Est, je pense qu'elle fait peut-être référence aux questions du Mékong.
qui est un des gros problèmes, hein, le fleuve du Mékong avec la Chine en amont, qui construit des barrages, et puis effectivement le Laos aussi. Et alors là-dessus, sur cette question du Mékong, là encore, hein, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on possède la source qu'on a un contrôle total sur l'ensemble du fleuve, hein, puisque une partie, de toute façon, l'Asie du Sud-Est est relativement bien arrosée, hein, donc il n'y a pas de problème trop de dépendance, y compris la Chine. Bon, c'est des barrages hydroélectriques, donc bon, effectivement, elle pourrait avoir un contrôle, mais il serait quand même relativement limité, hein, le fleuve Mékong et ses affluents. Alors, contrôle multiple. Il y a un problème par contre qui est peu connu là-dessus. C'est pas tellement la ressource en eau qui a un gros souci actuellement dans le Mékong. C'est la question des sédiments, et qui est une question peu connue. Mais il faudrait peut-être faire une géopolitique du sédiment qui serait intéressante. C'est-à-dire que les barrages retiennent beaucoup de sédiments derrière, donc tout ce qui est sable, hein, en fait, puisque bon, ils arrêtent le cours d'eau, donc le sable s'accumule derrière le barrage, et il y en a une certaine série comme ça, et il y a un déficit sédimentaire, alors qui n'est pas dû que à ça, que au barrage, mais il y a un déficit sédimentaire important sur le Mékong. Et c'est un problème extrêmement grave sur le delta du Mékong, avec Saigon, le delta qui s'enfonce, qui recule. Et j'ai été à une conférence de Jean-Paul Bravard qui a écrit un bouquin sur les deltas justement en danger. Et ces deltas reculent. Et le delta du Mékong, il expliquait qu'il y a quand même 30 à 40 millions d'habitants. Si on rajoute une hausse du niveau marin prévue pour 2050-2100 et un affaissement par manque d'apport sédimentaire du delta, vous aurez toute une région qui serait inondée. D'ailleurs, dans toute l'Asie du Sud-Est, que ce soit Bangladesh. En fait, c'est l'Indonésie qui l'intéresse plus particulièrement. L'Indonésie. Alors, l'Indonésie, ça, je ne connais vraiment pas beaucoup. L'Indonésie, a priori, serait, je pense, un des pays qui serait le moins d'impact sur le réchauffement climatique. En revanche, ce qui est d'important pour l'Indonésie, mais comme d'autres pays du Sud, ça, ce n'est pas tellement des questions géopolitiques dans ce cas-là brut, hein, puisque de toute façon, l'Indonésie est composée d'îles, donc il n'y a pas de voisins ni rien, il n'y a pas de partage transfrontalier. Mais en revanche, il y a des questions liées à l'accès à l'eau et aux problématiques d'inondation aussi qui sont importantes. Mais ça, c'est des problèmes qu'on retrouve dans tous les pays du Sud, hein, qu'on retrouve à la fois en Indonésie. Si on est sur la carte que j'avais montrée à un moment sur les problèmes liés à l'eau, l'Indonésie, c'est clairement un manque de capacité d'adaptation. Très bien. Alors, une dernière question, parce qu'il est tard, il est déjà 7h30 passé, et pour vous, je sais qu'on a commencé de plus tard, mais bon, il est très tôt. Pouvez-vous nous parler, alors on a parlé de l'Asie centrale tout à l'heure, pouvez-vous nous parler du problème de l'Asie centrale et de l'absorption de la ressource par l'Ouzbékistan et de la sortie du conflit? Alors, l'Ouzbékistan est essentiellement un pays donc d'aval, et donc il est là encore, hein, je pense que le problème principal de l'Ouzbékistan, il y a un problème géopolitique, mais le problème principal de l'Ouzbékistan, c'est quand même la catastrophe de la mer d'Aral et la gestion. Là encore, on va revenir sur l'eau et la terre, hein, et la gestion de ses propres périmètres irrigués. Alors moi, je connais pas, je suis jamais allé en Ouzbékistan, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est exactement, mais là encore, je pense que le problème géopolitique global en Asie centrale, pardon, est essentiellement lié à la multiplication, à un problème environnemental extrêmement grave, qui est donc celui de la mer d'Aral, des problèmes liés à l'irrigation, une mauvaise maîtrise de l'irrigation, à salinisation des terres, notamment le long du cours de la Moudaria et du Sirdaria. Bon, le Sirdaria est plus au nord, mais vous avez les deux, et un problème qui est essentiellement un problème hydro-agricole lié à l'irrigation, dans ce nexus eau-agriculture, qui après a des conséquences extrêmement locales, mais des conséquences géopolitiques, j'allais dire, mais c'est plutôt des problèmes locaux, encore une fois, hein, qui ne peuvent pas trouver de solution locale, parce qu'effectivement, les solutions locales, et donc aggravent énormément la dépendance par rapport aux pays d'amont. Après, merci beaucoup. Voilà, je ne vais pas totalement aller dans le détail de cette question. Et une question encore qui vient d'arriver. Quelle est votre appréciation de la situation au Sahel?
Alors, la situation au Sahel, j'allais dire, on a une combinaison au Sahel de tous les problèmes, malheureusement, liés à la question de l'eau. C'est-à-dire que vous avez la variabilité climatique qui est très forte. Donc ça, c'est une question plutôt d'ordre naturel et qui, malheureusement, ira peut-être en s'aggravant. Vous avez effectivement un manque criant de cette capacité d'adaptation dans tous les domaines, c'est-à-dire l'accès à l'eau locale, l'accès à l'eau des populations, l'amélioration des systèmes d'irrigation, etc., etc. Vous avez aussi, pour beaucoup de pays, je pense au Niger, mais aussi au Mali, une dépendance extrêmement forte vis-à-vis de pays d'amont. C'est-à-dire que vous avez effectivement, si on fait le cours du Niger ou si on prend le Tchad encore, vous avez une dépendance très forte des pays d'amont et une très faible capacité d'adaptation, ce qui fait que on a là, dans cette bande donc du Sahel, voilà, si on part jusqu'au Soudan, effectivement, on aurait les mêmes choses. On aurait à la fois une combinaison des crises de l'eau. Et quand je disais là, effectivement, on va peut-être boucler là-dessus, scénario, j'avais fait les 3 scénarios, il est probable que les 3 scénarios ne se passent pas de la même façon dans les différents pays. C'est-à-dire qu'on aurait probablement le dérèglement dont je parlais, qui serait le scénario le pire, probablement, malheureusement, je pense que le Sahel sera dans des situations de dérèglement important et de crise de l'eau multiples dans cette région. Voilà. Très bien. Écoutez, Monsieur Blanchon, on va vous remercier. Juste une question, quel est l'ouvrage sur lequel vous travaillez maintenant suite à celui qui a été publié en 2019? Est-ce que vous continuez à travailler sur ce sujet? Sur la géopolitique, strictement non. Il y a eu un autre sujet, un ouvrage qui est paru qui s'appelle L'accès à l'eau en Afrique, que j'ai coordonné avec Barbara Kacheri, alors qui est plus, j'allais dire, destiné aux scientifiques, mais vous trouverez pas mal de choses justement sur ces questions d'accès à l'eau, d'imbrication de l'eau dans la fabrique sociale dont je parlais, qui est donc prévu, qui est cet ouvrage qui est sorti en 2019 aussi, ou peut-être tout début 2020 ou début 2019, aux presses de l'Université de Nanterre. Et actuellement, je travaille sur un ouvrage sur les questions, mais qui parviendra probablement en 2021 avec le retard du Covid, sur les questions de justement manipulation, plumbing system, des grands systèmes de transfert d'eau dans le monde. Très bien. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons été ravis de vous avoir avec nous ce soir. Merci de votre temps. Ces questions et puis à très bientôt. Merci.